Bienvenue sur En Aparté, je m'appelle Oriane Emery et je suis ravie de vous inviter dans les coulisses de la création artistique. Dans chaque épisode, je reçois un nouvel artiste de différents univers, le spectacle vivant, les arts plastiques, la littérature, la gastronomie, le cinéma, à parler en toute sincérité et décontraction de son quotidien, de ses inspirations, de ses galères comme de ses ambitions. Et j'en profite pour poser tout un tas de questions qui me taraudent sur le moment et qui, je l'espère, vous permettront à votre tour de découvrir des créatrices et créateurs inspirants avec un nouveau regard. Bonne écoute! Après 10 mois d'absence, j'ai le plaisir de vous annoncer le retour du podcast avec un épisode très sympa, vous allez voir. Je reçois Jean Lepedry, alias Jay, un artiste aux nombreuses casquettes. S'il s'est d'abord exprimé avec la photographie, rien ne le prédestinait au départ à faire de l'art son activité à temps plein. En effet, Jean a fait des études d'ingénieur et son premier métier est Growth Manager. Ce n'est que l'année dernière qu'il a décidé de tout mettre en œuvre pour professionnaliser sa passion pour le cinéma, en allant se former tout simplement auprès des meilleurs à Los Angeles. Aujourd'hui, il a écrit des dizaines de scénarios, en court et long métrage, en a réalisé plusieurs et son dernier film, Lokia, est actuellement en compétition sur le fameux Nikon Film Festival. Je vous reparlerai de tout ça en fin d'épisode. Jean est actuellement à un tournant de sa vie d'artiste et c'est pour ces raisons que j'ai souhaité le recevoir pour comprendre ses motivations, ses rêves et comment il agit au quotidien pour qu'ils deviennent une réalité. On a bien évidemment parlé des 2 formations intensives qu'il a suivies à Hollywood et de toutes les anecdotes cocasses qu'il a vécues là-bas. Comment il a été sélectionné aussi et surtout qu'est-ce qu'il a appris sur les différentes compétences nécessaires à la réalisation d'un film. On a également parlé des différentes structures et des outils concrets qu'il utilise lors de son processus d'écriture et de réalisation. On a également évoqué le besoin viscéral de créer et de la résilience nécessaire à exercer ce métier, car la création est le reflet d'une partie de soi que l'on met à nu et que l'on expose de fait aux critiques. Avant de vous laisser découvrir cette conversation, je souhaite vous présenter mes excuses, car j'étais malade lors de l'enregistrement de l'épisode. J'ai tenté de camoufler mes quintes de toux et autres sessions de mouchage intempestif, mais il en reste sûrement certaines. Ceci étant dit, je vous laisse en bonne compagnie et je vous souhaite une très bonne écoute. Pour commencer, je te propose, si ça te va, que tu te présentes de la manière dont tu le souhaites. C'est une très bonne question. C'est toujours très compliqué de se présenter. Et c'est pas évident. Ça me fascine en soirée de demander aux gens de se présenter et voir comment ils se présentent. Du coup, je m'appelle Jean, j'ai 27 ans. Oui, 27 ans. Et je me définis pas trop avec un rôle parce que j'ai un job de maintenant, j'ai un job de demain. Je fais pas mal de choses artistiquement au début la photo, maintenant plus la vidéo. Je vais continuer la photo. Je fais un peu de dessin aussi sur mon temps libre parce que ça me détend. Et donc, je suis un esprit créatif, on va dire. Voilà. Depuis toujours ? Depuis toujours. Mais ça, il y a quelqu'un qui a dit que tout le monde dessine quand il est gosse et il y a juste des gens qui arrêtent et des gens qui continuent. C'est vrai. Et du coup, je me dis, quand on est en école maternelle et tout, on fait tous des choses créatives. C'est vrai qu'on commence tous par ça, ouais, c'est vrai. Et après, il y a des moments où il y a des gens qui continuent, des gens qui arrêtent. Mais du coup, oui, je pense que j'ai toujours été créatif. J'ai toujours vu des choses. Moi, le cinéma, ça m'est venu très tôt, où je voyais des films dans ma tête, mais ça m'a mis du temps à le formaliser, à comprendre que c'était ça. Et du coup, j'ai écrit des histoires. Le long métrage sur lequel je travaille, je l'ai écrit en 6e. On va parler de tout le processus d'écriture. Mais en tout cas, l'idée est venue à ce moment-là. J'ai fait beaucoup de dessins quand j'étais petit, j'adorais ça. J'ai fait du jardinage, du bricolage. J'étais très manuel et du coup, l'art au sens très large, ça m'est venu tôt. Après, l'art, c'est aussi de la fabrique. En anglais, tu as le art et craft. Je sais pas trop, en français, ça ne sonne pas très bien, je crois que c'est fabrique. Mais bon, du coup, il y a le côté créatif et il y a le côté travail, en gros, où c'est du travail de faire de l'art une réalité. Et du coup, quand j'étais petit, j'avais beaucoup le côté... rendre ses idées matérielles. Voilà, exactement. Et du coup, là, je travaille sur le côté craft, où c'est de l'expérience à acquérir et des choses à apprendre, des choses à faire. Voilà. Ok. Et comment ça t'est venu, cette idée d'en faire ton métier ? Pour l'instant, c'est pas vraiment mon métier, mais après
c'est aussi que la notion de métier aujourd'hui, je pense qu'on fait tous plein de trucs. Mais bref, je pense que ça a toujours été ça fait partie des choses que je me suis pas laissé penser. Ou ça a toujours été une évidence. Depuis, j'avais toujours envie de faire de la vidéo. Il y a eu la grande phase des let's play où t'as des gens qui faisaient sur YouTube, ils jouaient à des jeux vidéo, ils se filmaient et c'était cool. J'étais en mode trop bien, je veux faire ça et tout, et pas du tout. T'as essayé Non, pas du tout. Mais petit à petit, à force d'hésiter, de faire des choses par-ci par-là, je suis arrivé à la photo, qui est la chose que j'ai fait peut-être le plus professionnellement en termes artistiques au début. Et parce que la photo, c'est facile. Une partie du moment où tu as un appareil photo, tu prends des photos, tu les retravailles éventuellement et après tu les imprimes et tu peux en faire des choses, quoi. Faire un film, c'est un autre bordel, c'est un peu plus engageant, quoi. C'est compliqué. Du coup, ça n'a pas du tout répondu à la question à comment ça m'est venu. Je pense que ça m'est venu un peu naturellement. Je pense que mes parents aussi m'ont permis aussi d'exprimer ça, ou ça doit être eux qui m'ont offert mon premier appareil photo. On a fait beaucoup de voyages quand j'étais petit, ça c'était une chance inouïe, et du coup ça m'a aidé aussi dans la photo à capturer des moments et vouloir garder des souvenirs, parce que j'ai pas de mémoire, et du coup les photos ça a été aussi une façon de garder des souvenirs pour moi. Donc ça m'est venu comme ça. Le cinéma, ça m'est venu un peu... ça a mis plus de temps en fait pour que je m'y mette et pour que je me dise que c'est possible aussi, parce que pendant longtemps c'est encore un métier de saltimbanque et il faut une situation sérieuse avec un bon salaire à la fin du mois et tout. C'est ça, c'est aussi pour ça que je te pose la question, parce que c'est souvent le problème, entre guillemets, et à la fois peut-être une chance pour certains, mais il y a toujours cette peur qu'on a beaucoup, ou en tout cas qui est très ancrée saltimbanque, ce n'est pas un métier. Trouve un métier qui te permet de gagner des sous et fais ton petit hobby, ton petit projet dans ton coin. C'est ça. Et j'aime bien parler justement de ce shift-là quand tu te dis, en fait, si ça peut être mon activité principale, en tout cas, et comment on fait pour gagner de l'argent avec sa passion, quoi. C'est ça. Et ça prend du temps, je pense, mais même ça prend du temps de l'assumer vis-à-vis de soi-même. Et c'est là où moi, ça m'a pris du temps de faire le switch et du coup de partir en formation cet été à Los Angeles. Comment ça m'est venu ça? J'ai une de mes amies très proches qui a fait ça pour la compétition de musique de film il y a quelques années. Où elle, en sortant d'école d'ingé, on a fait la même école d'ingé. En sortant d'école d'ingé, elle s'est dit que c'était pas pour elle. Et du coup, elle s'est dit, je vais postuler dans le meilleur master de composition de musique de film du monde. Voilà, tout simplement. Et moi, c'est une bonne stratégie. C'est beaucoup trop stylé. Elle m'a dit, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, parce qu'il faut faire des vidéos et tout. J'étais, mais carrément. Et du coup, j'ai travaillé un peu avec elle là-dessus, où moi, j'aimais trop l'encourager créativement et peut-être lui permettre ça. Et j'y croyais pour elle. Rationnellement, j'y croyais pas trop parce que j'étais en mode, mais c'est Hollywood, tout ça. Et finalement, elle était prise, ce qui était incroyable. Et j'étais, mais du coup, c'est possible? Comment que... Voilà. Du coup, je pense que c'est mon amie Anna qui a composé certaines des musiques de mes courts-métrages aussi, et qui ont travaillé très bien créativement. Je pense qu'elle m'a ouvert une porte et elle m'a montré que c'était possible. Et maintenant, elle travaille là-bas. Et je suis allé la voir il y a 1 an et demi, là-bas, à Los Angeles. Et le fait de voir que ça fonctionnait pour elle, et qu'elle avait fait ce switch en 2 ans et que maintenant elle gagnait sa vie, c'est difficile, mais qu'elle gagne sa vie. Je disais, mais c'est vraiment possible en fait. Et là, elle m'a dit, ah, mais tu devrais regarder, il y a peut-être des formations courtes. Moi, mon problème, ça a toujours été quand on pivote comme ça, j'ai fait trop d'études dans ma vie et j'en peux plus. Et les programmes de cinéma, c'est facilement 3 à 5 ans et je me vois pas du tout avancer. Mais t'as pas fait des études dans le cinéma ou dans l'artistique? Moi, j'ai fait des études d'ingénieur informatique. J'ai appris à faire du code, j'ai appris à faire du marketing, j'ai appris à faire des choses qui me servent à gagner des sous aujourd'hui, mais pas du tout artistique. Et du coup, c'est un gros switch. Et du coup, elle m'a dit, mais tu devrais regarder s'il n'y a pas des formations courtes, parce qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup ces formations d'été qui sont censées être un peu courtes. Et donc, j'ai regardé à USC parce que j'ai l'impression que dans le monde du cinéma aux États-Unis, les 2 grandes universités, c'est USC et NYU à New York, USC à Los Angeles, du coup. Et du coup, j'ai regardé dans différentes universités.
Je cherchais des choses qui soient courtes et intenses et qui correspondent à ce que je voulais. Et j'ai trouvé du coup les 2 summer programmes que j'ai fait cet été et c'était trop bien. Et voilà. Trop bien. Bah, on va en parler alors. Ça me Let's fait go. une transition parfaite. Est-ce que tu peux déjà nous donner un peu le contexte pour quel domaine? Parce que tu Yes. as fait plusieurs domaines. Pour combien de temps? Comment ça se... est-ce que tu dois candidater? Tout ça. On est parti pour 3 heures, c'est parti. Du coup, moi à la base, dans le cinéma, comme j'ai dit, j'ai écrit. J'aime bien écrire. J'aime bien réaliser, mais c'est aussi que, n'ayant pas étudié dans le milieu, les jobs sont un peu flous. Souvent, du coup, on se rend pas bien compte de ce qu'on a envie de faire, ce dont on a envie de faire. Bref, pour ça, c'est difficile. Je savais pas ma vocation. Et j'ai fait 2 courts-métrages un peu tout seul avec une équipe autour de moi, mais du coup, j'ai demandé à un pote de venir et de faire en sorte que les gens ils mangent et ils boivent. Et c'est un vrai nom sur les tournages, mais moi je savais, voilà. Et moi C'est quoi le nom alors? Je sais plus, parce qu'on n'a pas eu ça cet été, on était trop petites équipes. Mais je crois que c'est régisseur. Je pense que ça va être les régisseurs en français. Même, j'ai appris tous les noms en anglais, et même là, quand je vais arriver en France, je vais être, je sais pas comment on dit les choses. Mais bon, c'est Sorry, pas I'm oui, so voilà. bilingue. Mais du coup, il y a vraiment quelqu'un qui était en charge sur mon premier tournage de aussi vider la carte SD entre chaque prise pour qu'on perde rien et qu'il structure tout bien sur mon ordinateur et que du coup, je sois sûr d'avoir tous les... Parce que c'est vraiment, ça arrive sur les tournages de perdre une journée de tournage entière. Et j'étais en mode, moi, je vais être dans la panique. C'est mon premier court-métrage. On a 2 jours de tournage. À tout moment, je marche sur la carte SD et on perd tout. Donc, je vais demander à quelqu'un de venir et de faire juste ça. Et comme ça, au moins, ça sera fait. Mais c'est moi qui, finalement, dans les vrais jobs, j'étais réalisateur parce que je faisais tout ce qui était coordination artistique et direction d'acteurs. J'étais sur la direction de la photo, où c'est moi qui cadrais et qui avait fait qui avait prévu les plans et qui faisait la composition de chaque plan. Et aussi assistant réel. L'assistant réel, c'est la personne qui va s'assurer que on fait tout dans les temps sur le tournage et que le réel peut se concentrer sur son job. C'est moi qui faisais aussi en disant bon bah là du coup on a fait tel plan, après on va faire tel plan et du coup il faut qu'on se dépêche sinon on va pas avoir le temps de tout faire et tout, voilà. Donc faire tous ces jobs en même temps, c'est pas voilà, ça marche pas. C'est pas pour rien qu'il y a des génériques de 10 minutes à la fin des films. Exactement. Du coup, pourquoi je dis ça? Oui, du coup, moi, j'avais fait tous ces jobs-là, donc je savais que je voulais écrire, que je voulais probablement réaliser. Et il y avait ces jobs de production qui m'intriguaient et que je connaissais pas trop. Et du coup, j'avais envie d'essayer ces différents jobs. Et du coup, dans les différents programmes que j'ai vus, j'avais vu ceux de USC, il y en avait d'autres dans d'autres universités, mais j'ai oublié. Il y en avait à UCLA aussi, il me semble. Mais du coup, à USC, il y en avait un d'écriture de scénario qui m'intéressait beaucoup, de 6 semaines, où on était censé écrire un premier brouillon de long métrage. Donc, long métrage, c'est 100 de pages. Et du coup, c'est beaucoup. Mais trop chouette, j'étais en mode let's go. Et le truc, c'est qu'il y avait un cours pour débutants et un cours avancé. Mais le cours pour avancé, il y avait une session tôt, donc avant juin, et une session normale pour l'été. Et pour le débutant, il n'y avait que pendant l'été. Mais moi, j'avais repéré un autre programme que je voulais faire qui était Filmmaking Intensive, où du coup, on était censé faire des courts-métrages. En gros, 2 ou 3 en 6 semaines. Et on tourne sur plusieurs rôles. Justement, ces rôles de réalisation, production, assistant réalisation et direction de la photo. Et du coup, j'étais trop bien, comme ça je vais pouvoir tester les différents jobs. Et du coup, je voulais enchaîner 2 programmes. Je me suis dit, comme ça, je fais scénario en premier et après filmmaking avec les différents jobs. Et du coup, je me suis lancé dans un cours de scénario avancé alors que j'avais jamais écrit un scénario, quoi. Voilà. C'est super. Finalement, ça s'est très bien passé. C'est audacieux. Écoute, voilà, je me suis dit, ça va bien se passer. Et du coup, j'ai postulé. Pour postuler, c'était assez léger, mais dans le sens où on te demandait pas de portfolio, on te demandait une lettre de motivation, donc une lettre de motivation de 1 page, et il demandait une vidéo de 30 secondes de toi, face caméra, qui explique ta vie et pourquoi tu veux faire ça. Ça, c'est de l'entretien de recrutement, quoi. Voilà. Prenez-en de la graine, les Frenchies, là. 30 secondes, bim. 30 secondes, c'est méga chaud. Et le truc, c'est que moi, je me suis dit, je peux pas
faire une vidéo de 30 secondes sur mon ordinateur avec une lumière dégueu, avec un cadre dégueu. Donc, on va faire la plus belle vidéo de 30 secondes qui n'a jamais été faite. Et du coup, pour ça, je me suis dit, j'ai un très bon ami, Augustin, qui lui fait de la vidéo depuis... Il a fait la même école d'ingé que Anna et moi. J'ai vraiment que des gens qui sont sortis de cette école d'ingé et qui font pas du tout de l'ingénierie après, mais c'est pas grave. C'était le club des artistes. Exactement. Et du coup, lui, il fait des vidéos professionnelles, principalement pour des entreprises avec des interviews et tout depuis longtemps. Et du coup, je lui ai demandé ses conseils pour faire cette vidéo. Et à l'époque, il m'a dit, let's go, viens, je t'aide, on le fait ensemble et tout. Et c'était trop cool. Parce que du coup, il m'a aidé même comme il avait déjà réalisé des vidéos comme ça, il a pu m'accompagner dans ce que j'allais dire, me détendre sur le moment et tout, parce que j'étais en panique, je jouais ma vie dans ces 30 secondes de vidéo. Tu disais quoi? C'était tes motivations en fait? Ouais, Okay. Mais en 30 secondes, c'est vraiment très très court. Donc tu dis bonjour, je m'appelle Jean et c'est fini. En fait. Donc, du coup, et comme tu n'as pas de portfolio et tout, tu es aussi censé dire ce que tu as fait, ce que tu as envie de faire, tes aspirations, et tu as la petite lettre de motif à côté. Et du coup, il faut que ça se complète. Bref, ça a été un moment de grande panique. Et ça, je l'ai fait. La deadline, c'était le 7 juin, si je me souviens bien, genre début juin donc de 2023, là, pour le démarrage juste après, quoi. Mais ça ouvrait le 1er novembre. Et moi, j'étais en mode, je veux que le 31 décembre, ce soit fait. Parce qu'il disait, il y avait un bail de, si tu postules après le 1er janvier, tu passes dans le deuxième batch des gens, s'il y a de la place parmi les gens qui ont postulé avant. Bref, j'étais en mode, moi, je veux être dans le premier batch des gens. J'étais pas prêt pour le 1er novembre, mais je m'étais dit, le 31 décembre, ça va, quoi. Et du coup, grosse panique sur l'hiver. J'étais en mode, let's go, on va faire ça va être super. Et du coup, j'ai postulé et j'ai été pris, même parce que... Bon, c'est si compliqué ma vie. Il y avait un autre programme que j'avais repéré pour la deuxième session qui était en partenariat avec la Warner. Donc, l'avantage, c'était que toutes les semaines, on allait dans les studios de la Warner pour visiter des départements de la Warner. Et on avait l'opportunité de tourner dans les studios de la Warner. Et j'étais en mode, je veux faire ça. Voilà. C'est beaucoup trop stylé. Mais oui. Et j'avais bien avancé sur ma candidature et tout. C'était décembre, autour de mon anniv de l'année dernière. Et je me rends compte qu'en fait, on peut plus postuler à la suite de la Warner parce que c'est plein. Parce qu'il y a une liste d'attente. J'étais, mais ça a ouvert il y a un mois. Et après, j'ai appris que en 10 jours, c'était plein. Parce que aussi, on passait après l'année dernière où il n'y avait pas eu les summer programmes à cause du Covid encore. Et du coup, tous les gens qui avaient postulé l'année dernière, ils avaient déjà leur dossier pris. Du coup, ils ont postulé le 1er novembre. Voilà. Du coup, j'étais déprimé de ouf parce que j'avais ce programme avec la Warner que je vais pas pouvoir faire. Mais bon, c'est pas grave. Là, du coup, mes potes, ils m'ont dit, t'y vas pour faire du cinéma. Donc, va faire du cinéma. Et après, s'il y a la Warner, s'il n'y a pas la Warner, c'est pas grave. Au moins, tu vas faire des films pendant 6 semaines et ça va être trop bien. Trop bien. J'ai vraiment un entourage de gens trop cool. Donc, ça c'est vraiment nécessaire pour moi. Mais c'est trop bien. Mais oui, tous les copains. Voilà, du coup j'ai postulé et j'ai été pris. Je sais plus quand j'ai eu la réponse, mais j'ai eu la réponse assez vite. Tu sais c'est quoi le ratio entre les candidatures et ceux qui sont pris finalement? C'est là où c'est un petit peu foireux parce que après coup j'ai appris que la sélection, il y avait pas, c'était un peu premier arrivé, premier servi. Ok. Du coup voilà, super de s'être investi sur une vidéo et tout pour. Ouais, t'as donné ta vie. Voilà. Après, si ça avait été éclaté au sol, je pense qu'ils t'auraient pas pris non plus. Tu vois. Oui, voilà. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est une volonté de leur part d'avoir des niveaux très hétéroclites parmi les gens qui sont là. Du coup, ça fait de la diversité, c'est trop bien. Et du coup, j'ai appris des choses de gens qui avaient 16 ans et demi et qui n'avaient jamais fait de film de leur vie. C'est trop cool. Mais du coup, ça peut être un peu frustrant quand j'en ai parlé à d'autres gens qui, pareil, ils avaient passé 6 mois à faire leur dossier et tout. Et finalement, c'est quelqu'un d'autre qui a été pris alors qu'il avait fait 0 film de sa vie, quoi. Ouais. Voilà. Donc, il faut postuler tôt. Voilà, il y a des gens qui veulent faire ça. Conclusion. Vite. Et finalement, fast forward, je vais pas forcément donner toutes les péripéties, mais j'ai pu faire le programme avec la Warner pour des trucs administratifs où ils nous ont lancé mon visa trop tard et du coup, pour se faire pardonner, ils ont rajouté une place dans le programme mais ils l'ont dit à personne. Et voilà, du coup, j'ai pu faire le programme avec la Warner. Pourquoi il faut croire en ses rêves? Exactement. J'aime cette histoire, tu vois, de se dire c'était chaos, mais c'était ton rêve et l'univers a fait que... J'ai passé une demi-heure à beaucoup suer dans ce bureau, à dire à la personne je suis en liste d'attente, mais je suis présent sur Los Angeles, là je suis là. Du coup, si la veille, il y a quelqu'un qui vient pas,
je suis là, donc dites-moi. Appelez-moi. Voilà. J'étais en mode, non, mais il n'y a jamais personne et tout. Et j'étais en mode, non, mais je ne dis pas que... Bref, notez mon nom et je suis là. Elle était en mode, non, mais... Voilà. Et je vais forcer, hein, mais je vais vous appeler jusqu'au jour même parce que j'ai très envie de faire ça. Et après, elle est en mode, si, en fait, il y a une place. Et en fait, après, on était 21 dans le cours et donc je pense qu'il n'y avait pas de place, qu'elle a juste rajouté une place et c'est fou et trop gentil. Et voilà. Et c'est aussi parce qu'ils avaient eu ils ont lancé mon visa beaucoup trop tard et du coup, c'était un peu pour se faire pardonner, je pense. Aussi parce que tu avais insisté. Enfin, oui, parce que j'ai forcé de ouf. Bonjour. Ah oui. Mais c'est ça, j'ai appris dans ma vie qu'il faut forcer un peu et avec un grand sourire pour être gentil. J'ai pas, voilà, faut forcer en étant gentil, hein, mais voilà. Si tu insistes, et parfois ça marche et c'est cool. Mais même juste demander en fait. Bah c'est ça. J'ai l'impression qu'on a du mal même assez, à demander tout court en fait. Au-delà d'insister gentiment, mais voilà. Déjà demander, on se rend pas forcément compte de tout ce qu'on peut obtenir juste en demandant gentiment. En fait. Exactement. J'ai eu ça à la Warner aussi, où du coup, quand on est allé à la Warner, il y a un jour, on a visité le département des accessoires. Et c'était fou. C'est genre Leroy Merlin, mais avec version antiquaire sur 4 étages, avec que des canapés de toutes les couleurs, des téléphones de toutes les époques et tout. Et j'avais vu une petite boîte, genre donation, avec des tasses dedans, genre des tasses un peu à la Friends et tout. Et j'étais en mode, là, dans le court-métrage que je suis en train d'écrire, j'ai besoin d'un coffee shop extérieur. Du coup, j'ai besoin de tasses. Et comme j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai pas rien, j'ai pas d'affaires, j'ai pas de... Voilà. Et du coup, à la fin de la visite, j'étais en mode, je peux jamais demander, est-ce que je vais demander? Et on était en train de partir, et là, je vais voir le prof et lui dis, pardon, faut que j'aille poser une question, j'arrive. Et du coup, j'ai couru pour aller chercher le gars qui nous a visité. J'étais, pardon, j'ai vu une boîte avec écrit donation, est-ce que ça veut vraiment dire donation ou quoi? Et le monsieur m'a dit, attends, on va voir. On est allé voir, il était, oui. Du coup, j'étais, ok, du coup, je peux prendre des tasses. Il m'a dit, oui. Et j'étais, d'accord. Et du coup, j'ai pris mes tasses. Cool. Et, voilà. Et je suis parti en courant pour rattraper le groupe qui m'avait pas du tout attendu. Et je l'ai retrouvé au milieu de... Avec les tasses. Avec mes 3... Mais j'avais pris 3 tasses et 3 sous-tasses. Qui est pas du tout discret parce que ça fait schling-schling. J'avais pas de sac, j'avais rien, quoi. Parce qu'on était en visite. Et je les retrouve dans le studio... les soundstages qu'on appelle ça, les grands studios fermés où ce studio-là, c'est là où il recrée les décors et tout. Oui, voilà. Mais celui-là, c'était le gros de la Warner qu'on peut jamais visiter d'habitude parce qu'il y a toujours des tournages. Et c'est dans celui-là qu'ils font les scènes d'eau, genre ils le remplissent d'eau, ils mettent des bateaux dedans et tout, genre c'est un délire. Mais du coup, c'est une pièce immense. Et j'arrive, moi, tout petit, avec mes tasses qui font schling-schling, avec le gars qui est en train de raconter la vie du truc. Et là, tout le monde me regarde et n'est plus du tout concentré sur la visite. Et mais d'où il sort ces tasses, lui? Et du coup, j'ai répété 20 fois dans cette journée l'histoire de ces tasses et tout le monde était... Mais on savait pas qu'on pouvait demander. Et j'étais... si, j'ai juste demandé. Et c'était en mode... Ah, mais c'est tellement toi. Et j'étais... Je sais pas, j'ai juste demandé. Vraiment, c'est pas compliqué. T'es en mode... Oh, mais c'est incroyable, il y a les tasses de la Warner. La prochaine fois, j'y vais, je vais demander. Je sais pas, mais moi, j'ai juste demandé. Donc voilà. Et voilà, du coup, je suis parti avec mes tasses et c'est trop bien. Non, j'ai toujours ces petites tasses que j'ai ramenées. C'est collector de chez collector, là. Voilà. Quels acteurs ont bu dedans? Du coup, mes 2 petits acteurs préférés du premier court-métrage, on leur a raconté, ils étaient en mode, oh là là. Parce que, tel bon style. Ouais. Trop bien. J'adore cette anecdote. Et le fait que quand on est sympa et qu'on demande les choses, parfois, on peut faut demander gentiment. Si les gens ils disent non, ils disent non. Ouais. Et si les gens ils disent oui, c'est super. T'as rien perdu, quoi. Donc ça, c'était pour le process de candidature. On a un peu dévié. Mais donc, tu as été pris. Yes. Et t'es arrivé en juin, juillet, c'est ça, à Los Angeles? Ça commençait, j'ai pas les dates en tête parce que ma mémoire c'est compliqué, mais ça a commencé mi-mai, je crois. Le premier, du coup c'était genre mi-mai à fin juin le premier, et le deuxième de fin juin à mi-août. Et du coup, moi j'avais prévu d'être là avant parce que j'avais un très bon ami qui venait à Los Angeles dans le cadre de son voyage. Et du coup, on s'était dit, on va faire 1 semaine, 10 jours de vacances ensemble. Et avant, j'arrive plus à aller sur le continent américain sans aller à Montréal. Et du coup, si je vais à Los Angeles, il faut que j'aille à Montréal. Voilà, Montréal, c'est vraiment trop bien d'aller à Montréal. C'est trop cool. Il fait très froid, mais c'est très cool. Très bien. Et du coup, j'en avais marre de prendre l'avion parce que c'est vrai que j'essaie de prendre moins l'avion. Et j'avais vu l'année dernière, quand j'avais fait un voyage similaire, qu'il y avait un train qui faisait Los Angeles-Chicago. Et du coup, Montréal-Chicago, c'est pas très loin.
Spoiler alert, c'est très loin, mais c'est pas grave. Du coup, il y a moyen que je fasse Montréal-Los Angeles. C'est pas Paris-Lyon, quoi. Oui, voilà. Il y a beaucoup de grands lacs et tout au milieu. Mais bon, du coup, je me suis dit, il y a moyen que je fasse cette traversée. J'ai une amie à Boston et du coup, je me suis dit à peu près sur le chemin. Du coup, voilà, je suis jamais allé à Chicago. C'est l'occasion de visiter Chicago. Du coup, je me suis prévu un trip de 1 mois et demi avant. Du coup, résultat des courses, je suis parti le 2 mars, ou un truc du genre, pour me faire tout mon voyage avant, où je télétravaillais aussi sur mon job qui me paye formidable de freelance dans le digital. Du coup, je travaillais depuis là-bas pendant que je voyageais. Et comme je suis toujours à temps partiel, ça me permettait d'avoir des jours où je travaille, des jours où je peux visiter. Ça, c'est vraiment trop bien. Et du coup, j'ai pris le train beaucoup, le bus beaucoup, beaucoup de sueur et de belles découvertes. Mais voilà. Et du coup, je suis arrivé à Los Angeles le 1er avril. Parce que du coup, c'est là où j'ai retrouvé tous mes potes là-bas. Et c'est super, du coup ça m'a aussi donné le temps de m'installer un peu, de chercher un appart parce que j'avais pas d'appart pour passer l'été. C'est vraiment très cher Los Angeles, c'est très compliqué. Je crois que je m'y suis pris trop tard pour avoir des logements étudiants. Je me suis fait jeter direct, ou des trucs du genre. Et aussi je voulais pas trop une coloc parce que je suis un peu compliqué, j'ai l'impression d'être trop vieux pour ces choses-là. Mais, du coup, puis tu avais beaucoup de travail aussi à faire, donc oui, c'est je pense ça. que En fait, tu avais besoin aussi exactement. de temps un peu solo. C'est un peu le genre de programme où on ne dort pas et on travaille tout le temps. Ça, et c'est quand tu as un tournage et tu te lèves à 5 heures pour aller à un tournage et que des gens ils ont fait la fête dans ta chambre la veille, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je me trouve un cadre de vie à peu près OK où je suis le seul à dormir dans la pièce. Après, il y a beaucoup de colocs dans des maisons où ils sont genre 12. Et je m'étais dit, au pire, là, j'ai ma chambre. S'ils font du bruit, je mets des boules de caisse, mais au moins, j'ai ma chambre, quoi. J'ai visité les apparts les plus sales de ma vie, vraiment. Et j'ai finalement trouvé un studio qui était propre, qui était un peu plus cher que ce que je pensais ce que j'ai prévu, mais voilà, qui me permettait aussi, parce que la fin des locations, c'était le 31 juillet, et moi, mon programme finissait le 4 août. Et du coup, je me sens pas trop de déménager 3 jours avant la fin, où c'est forcément le rush des derniers jours avant les rendus, les grosses projections et tout. Et du coup, là, j'ai trouvé un appart qui durait jusqu'à mi-août, que j'ai pu soulever jusqu'à mi-août, et c'était trop bien. Du coup, bref, très longue réponse à quand est-ce que je suis arrivé. Voilà. Non, mais voilà, c'est le podcast de la... On brode. de la digression, voilà. Ah, voilà. Ouais, je fais des parenthèses tout le temps, ça. Ouais, donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passait? C'était genre cours le matin, et ensuite vous écrivez votre fameux chef-d'œuvre. Yes. Comment ça se passe un peu? Le premier programme, c'était 2 formules très différentes, les deux. Donc, le premier, écriture de scénario, on avait 3 cours par semaine de 4 heures, si je me souviens bien. Pardon. Et du coup, c'était genre lundi, mercredi, vendredi ou quelque chose comme ça, il me semble. Et du coup, ça laissait plein de temps pour écrire à côté, parce que l'écriture, c'est beaucoup de doutes et de marches nocturnes pour moi. Donc voilà, il fallait prendre le temps. Et du coup, les cours, c'était surtout des discussions sur les histoires de chacun et comment on avançait. Et c'était pas du tout des cours magistraux où le prof il nous dit alors écrire un film, il faut commencer par faire ça et tout, parce qu'il n'y a pas de chapitre 1, les personnages. Exactement. Du coup, le prof nous donnait un peu une structure semaine par semaine, ou des endroits où on était censé être, et des conseils pour. Il avait un document Word de 200 pages de techniques pour avancer à chaque stade, tout ça. Mais du coup, c'était surtout ça, le cours. Et donc, en cours, on n'était pas censé lire le document, on était censé discuter de comment on avait... Poser vos questions. Exactement. Et on avait une chance inouïe, c'était qu'on était 4 dans ce programme. Et du coup, c'était vraiment... on avait vraiment le temps, chacun, de parler. Et il nous a dit que c'était un peu différent quand il y avait plus de gens, forcément. Mais du coup, là, on pouvait vraiment échanger tous entre nous sur nos histoires. Et c'était vraiment trop intéressant parce que pendant 6 semaines, t'es non-stop sur une chose. Moi, j'ai jamais fait ça dans ma vie. Jour et nuit, et semaine et week-end, de penser à une chose et construire un projet écrire un long métrage, c'est... 3 mois, c'est très très peu. C'est plus de 6 mois à 10 ans quoi, pour écrire un long métrage. Donc là, d'être non-stop là-dessus, de penser à tes personnages, de penser à ton histoire, voir des incohérences. Moi, j'avais pensé... donc c'est un rêve que j'ai fait pendant 2 semaines non-stop quand j'étais plus petit, ce long métrage. Et du coup, je le vois j'ai une imagination très visuelle. Je vois exactement tout comme je le voulais. Et là, du coup, j'ai cassé tout plein de choses parce que
j'ai réfléchi, j'ai trouvé des incohérences à force de discuter. Même le prof, à la 4e semaine, il m'a dit « Ah, mais ça me fait vraiment penser à cette série, tu devrais regarder. » J'ai regardé les séries et c'était exactement ce que je voulais écrire. Alors que je n'avais pas du tout vu, moi, la série, parce que c'est une série un peu d'horreur et tout. C'est Midnight Mass, pour les gens qui connaissent peut-être. Qui est pas top, je trouve. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment proches de ce que j'avais envie d'écrire. Le méchant, il y avait beaucoup de similitudes. Et du coup, ça a cassé beaucoup de choses. Et j'étais en mode, du coup, je vois ce qu'il y a de bien dans cette série. Je vois ce qui me plaît pas et ce que j'ai pas envie de mettre dans mon histoire. Et du coup, ça a fait questionner beaucoup de choses. Du coup, c'était structuré comme ça. On était censé avancer. Le but, à la fin des 6 semaines, c'était d'avoir ces 100 pages écrites. Le but, c'est pas d'avoir 100 pages, mais d'avoir son premier brouillon où tu as vraiment toutes tes idées qui sont écrites à la suite, qui sont vraiment nulles. Parce que le premier brouillon, c'est mauvais, quoi. Mais c'est normal. C'est pas censé être un film, c'est un premier brouillon. Mais au moins, tu as la matière sur la base de laquelle, de laquelle tu peux écrire un bon long métrage. Donc ça, c'était le premier. C'est quoi ce bruit? C'est une bonne question. Ça me perturbe. On l'entend Je pense, hein. Je pense qu'il y a des travaux. On est suivi par les travaux. C'est bien la peine de prendre un studio. Terrible. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça me perturbe. Mais oui. Et du coup, t'es arrivé avec cette idée-là, mais t'avais rien écrit ou t'avais déjà quelques J'avais éléments. des notes, beaucoup, que j'ai pas forcément suivies tant que ça. Ok. En fait, j'étais tellement... C'est plus quand j'avais des hésitations ou des moments où j'étais en mode, tiens, comment j'avais pensé ça, j'allais voir. Mais c'est un peu... le prof nous a parlé des adaptations. Moi, ça me fascine comment tu adaptes un livre ou un roman graphique ou une BD en film. Il nous a dit que en général, ce qui se faisait, c'était de lire 12 fois le bouquin et après l'oublier pendant 6 mois et après t'écris ton scénario sans regarder le bouquin du tout. Parce que c'est pas du tout la même manière d'écrire. Et ce qu'il faut que tu écrives, c'est un scénario de film et pas un copier-coller du livre avec la structure. Et une fois que tu as un premier brouillon avec ta structure et tout, là, tu peux aller chercher des morceaux de dialogue et des choses que tu veux garder du livre. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai fait naturellement là sur ce long métrage où j'ai oublié un peu. Moi, j'avais toute cette histoire en tête et du coup, j'essayais de coucher sur le papier tout ce que j'avais en tête sans forcément vouloir me coller aux notes qui étaient parfois trop précises ou ouais. Et du coup, après, je vais m'en inspirer s'il me manque des choses, mais là, quand je vois à quel point c'est différent de l'idée que j'avais au début, c'est à la fois chouette parce que c'est concret et à la fois étrange, mais c'est très représentatif du processus de construction d'un film, je trouve. Entre l'idée de base et la réalisation finale, c'est vraiment... T'as tellement de réécriture entre-temps que c'est pas du tout la même chose, quoi. Ils sont en train de lâcher des choses très lourdes sur le sol. Je sais pas, il y a le débat. Ça me perturbe. Tu veux qu'on aille voir là-haut Je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est au sol, non? Tu penses en dessous? Je sens que ça vibre au sol. C'est vrai? Je sais pas. Bon. On va essayer de faire abstraction de la chose. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu passes d'une page blanche à 100 pages de scénario? Il n'y a pas de recette. Non, mais en fait, chacun... Comment toi tu fais, c'est ça. Je pense que chacun a des façons d'écrire différentes. Moi, j'ai une imagination un peu folle, où j'ai beaucoup d'idées. Et du coup, mon processus d'écriture, c'est plus trier et sélectionner les idées. Et c'est du coup la construction est pas, comment dire, il y a des gens qui vraiment ils vont construire petit à petit. Moi c'est plus j'ai un tout et il faut que je dénoue et que j'en fasse quelque chose d'un peu cohérent. Mais t'as déjà le début, la fin en fait, c'est ça? Tu sais déjà. Oui, mais ça veut pas dire que ce sera le début et la fin qu'on va garder, quoi. Mais en général j'ai une idée. Après, là, en août-septembre, j'ai écrit pas mal de courts-métrages. J'ai fait un peu différemment où j'essaye de tester différentes manières où je partais d'un concept ou d'une situation ou de thématique et je tirais un peu le fil pour construire une histoire sur cette base-là. Et c'est intéressant. Mais du coup, dans le processus d'écriture, pour moi, il y a des étapes où
il peut y avoir toute la phase avant d'écrire une page qui va être sur de la structure, qui va être sur des thématiques. Là, il y a plein d'outils. Il y a les 85 Things où c'est juste écrire 85 choses que tu sais sur ton histoire. 85, c'est beaucoup. J'ai jamais réussi à atteindre 85, mais voilà. C'est énorme. Donc, c'est juste quand tu as une idée, il faut juste que tu écrives en vrac les choses que tu as en tête. Genre, ce personnage, il est blond. Genre, il y a une scène où il se tape. Et il y a bref, que des choses en vrac. Et toi, ça te permet de concrétiser les choses que tu as en tête. Parce que c'est ça vraiment le plus difficile. C'est quand tu as les choses en tête, c'est pas très clair et c'est pas très concret. Et ça peut te sembler très cohérent comme dans les rêves. Et en fait, le lendemain matin, tu te réveilles et tu es en mode, mais ça n'a aucun sens. Et du coup, c'est un peu ça. C'est un peu te confronter à la réalité. Après, tu vas avoir une partie sur la structure où c'est très variable parce que tu as toute une théorie de la structure d'un film. Et il y a même comment faire la structure d'un film qui fonctionne et tout. Mais dans la plupart des interviews que j'ai entendues, les scénaristes ils s'accordent pour dire que personne écrit un film en construisant la structure. Comment dire, c'est pas un tableau que tu remplis, quoi. C'est pas genre, alors dans l'acte 1, il faut ça, du coup, je vais mettre ça, alors dans l'acte 2, il faut ça, tout ça. C'est plus, t'écris une histoire, et en fait, toutes les histoires qui font un peu de sens, eh ben, en général, naturellement, elles rentrent dans ce cadre. Parce que c'est comme ça qu'on raconte une histoire, c'est comme ça que ça se fait. Et ça veut pas dire que tu peux pas avoir une très bonne histoire qui va pas du tout rentrer là-dedans. Et c'est des cadres qui sont très flexibles où tu as quand même des notions d'actes, d'éléments perturbateurs et tout. Mais après, les durées de chaque acte, elles vont être très, très variables. C'est des choses que tu peux ajuster dans un second temps, en fait. Faire rentrer dans le cadre. Exactement, c'est plus quelque chose que tu fais après en te disant, là, en fait, mon acte 2, il est un peu faible et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais le considérer comme une scène avec un début, un milieu, une fin et voilà. C'est plus des choses pour la suite. Mais bon, du coup, il y a la phase de structure, il y a la phase de construction des personnages qui est super importante pour moi où j'essaie de baser toutes mes histoires sur des personnages et après le reste découle de ça. Genre leur passé, leur présent, leur personnalité. Moi, du coup, je me suis fait une petite fiche. Tu fais quoi dans ces personnages, ouais. Je me suis fait même là je m'étais fait un challenge en août-septembre d'écrire un scénario de court-métrage par semaine où du coup, j'avais une chose à faire par jour. Du coup, il y avait le jour 1 où c'était concept, mettre les idées à plat. Je m'étais mis des petits items. J'ai tout fait sur Notion parce que je sais pas s'il y a des gens qui utilisent Notion, mais c'est vraiment ma passion. Donc voilà. Je m'étais fait un template et le jour 2, il me semble que c'était les personnages justement où je construis les personnages avec 3 adjectifs qui vont définir ce personnage. Les failles du personnage, ou ses douleurs ou les choses contre lesquelles il va falloir que ce personnage se batte. Après, on essaie de voir est-ce que ces failles, elles sont résolues à la fin ou pas. Si un personnage qui résout ses failles ou une faille, ça va être plutôt une comédie. S'il ne résout pas, c'est plutôt une tragédie. Du coup, tu essaies de voir l'évolution du personnage à ce stade-là. Tu vas avoir du passé, la backstory de la personne. Mais ça, après, pour les courts-métrages, c'est intéressant parce que souvent, moi, j'essaie toujours d'avoir une backstory très claire. Mais c'est frustrant parce que c'est des choses qui vont pas du tout arriver dans le court-métrage in fine parce que t'as pas le temps. Et même dans les films, parfois, tu as des personnages qui sont importants et tu sais pas toute leur vie. Mais d'avoir cette backstory, c'est important pour que ça s'infuse dans tout. Dans la tasse dans laquelle cette personne elle boit son café, est-ce que c'est une tasse qui est un peu rustique, est-ce que c'est une tasse qui est toute neuve, est-ce que c'est une tasse qui est un peu propre, un peu pas très propre, voilà, toutes les choses de la backstory de la personne et de son caractère, elles vont s'infuser dans tous les objets du quotidien, et c'est là où moi je trouve ça frustrant parce que dans les scénarios on peut pas tout mettre, et il n'y a pas des fiches personnages typiquement, et donc en tant que scénariste, on va essayer de mettre tout ce qu'on peut dans le scénario. Et après, le scénariste, il quitte, il n'est pas trop là sur le tournage. Et l'équipe de tournage, elle est censée comprendre l'essence du personnage. Donc les acteurs, réalisateurs, production design qui vont faire les décors et compagnie, censés comprendre l'essence du personnage pour construire tout le personnage. Et donc c'est là où je trouve ça intéressant et des fois où c'est intéressant et des fois où je pense que c'est dommage qu'on perde cette info par le format qu'est le scénario. Bref, j'ai fait 12 000 parenthèses. Vas-y. Interromps-moi tout le temps parce que sinon je m'arrête. Feel free.
Du coup, on était sur l'écriture, processus d'écriture. Donc, on a fait les idées mises sur le papier, la structure, les personnages. Ouais. Parfois, il y a du world building où on va construire le monde en se disant est-ce que c'est un monde qui va être réaliste? Est-ce que dans quelle époque on se trouve? Tout ce genre de choses qu'on va faire une fois qu'on a fait la structure et les personnages. Et après, c'est le moment où on commence à écrire. Donc, on écrive un court-métrage ou un long-métrage, c'est un peu différent. Souvent, pour nous, ce qui nous avait été conseillé pour les longs-métrages, c'est d'écrire les scènes. On écrit scène par scène, mais pas forcément dans l'ordre. Où tu écris les scènes comme elles te viennent. Et là, c'est vraiment une phase où tu joues avec ta frustration. Parce que il faut écrire dans ce moment-là. Et il ne faut pas se poser de questions. Sans s'auto-censurer. Ouais. Et il ne faut pas... parce que au fur et à mesure où tu écris, tu vas avoir tout plein d'incohérences et tout plein de questionnements qui va être ah bah tiens, mais quelle devrait être la couleur de sa jupe ou des choses bêtes. Mais le problème, c'est que tirer sur ce fil-là, ça peut te prendre une journée de réflexion, sauf que tu n'avances pas. Et là, c'est une phase où il faut vraiment écrire. Donc, notre prof nous a dit, et que tu bloques, tu t'arrêtes et tu passes à une autre scène. Et jamais tu te laisses la liberté de réfléchir, de te casser la tête, parce qu'il y a un moment où ça va venir. T'écris. Et du coup, tu défonces les scènes une par une. Et là, nous, on avait une semaine ou 10 jours, où du coup, on a écrit les 100 pages. C'est la phase d'écriture, vraiment. Et après la phase d'écriture, c'est là où c'est la phase la plus difficile, je trouve, où tu retravailles. Et là, c'est... soit c'est tout seul déjà, où tu as les relectures qui sont très painful parce que vu que tu as écrit tout dans un temps restreint en te disant j'écris pour que ce soit sur le papier, mais c'est pas bien, mais c'est pas grave, là tu dois relire tes 100 pages et te dire mais c'est mauvais, c'est vraiment affreux. Mais il y a du contenu quoi, et il y a une base de travail. Et du coup, là pareil, il y a des méthodes où notre prof nous a dit la première relecture, tu prends 0 note. Tu n'as rien le droit d'écrire, tu lis. Et du coup, tu lis les 100 pages en se disant, là, une faute d'orthographe, là, le personnage, il n'est pas cohérent, là, ça va pas du tout, là, cette scène-là, elle ne doit pas être là, et tu ne peux rien faire. C'est horrible. C'est horrible. Et du coup, le prof, il a une image jolie là-dessus où il disait, c'est un peu comme ta frustration, elle va se cristalliser. C'est un peu comme une perle où c'est des grains de sable qui vont cristalliser à la fin. Et du coup, ça fait à la fois que, à la fin, tu vas être motivé pour te remettre dessus, parce que tu as tellement de frustration de tout ce qui était mauvais que tu as envie de t'y remettre. Et à la fois, à la fin, tu as une vue synthétique de ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que les fautes d'orthographe à la page 12, tu ne vas pas t'en souvenir. Ouais. Puis à ce stade-là, on s'en fout. Mais en revanche, des grosses incohérences du type pourquoi ce personnage-là, son évolution, elle n'est pas linéaire, ou voilà. C'est les choses qui vont te marquer. Et du coup, tu vas te prendre des notes en te disant en fait, là, il faut que je retravaille l'évolution du personnage parce que ça ne fonctionne pas trop tel quel. Et après, il y a plein de phases où du coup, tu vas relire et tu vas juste mettre des petites croix à côté de ce qui ne va pas, mais pas forcément écrire ce qui ne va pas. Comme ça, après, tu y vas petit à petit. Il y a des moments où il faut revoir la structure carrément. Et donc, ça, c'est des grosses relectures, des grosses remises en question. Mais c'est difficile parce que c'est toujours remettre en question ce que tu as écrit. Et après, tu as les notes aussi, au moment où tu vas demander des retours des gens. Et là, il faut que tu intègres les retours des gens. Moi, là, je suis dans cette phase-là où Jonas, il a relu les 100 pages et il m'a fait des pages et des pages de retours. Et c'est trop intéressant. Mais les notes honnêtes, c'est des retours qui vont être durs. Et du coup, là, on est en train de te dire, ça va pas du tout. Mais c'est OK, parce que c'est un premier brouillon. Ouais, comment tu gères ça, justement, les retours un peu durs vis-à-vis de ton travail? Tu l'acceptes bien? Pas du tout. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Mais j'avance dessus. Et puis, ça dépend aussi des retours. Là, je suis content d'avoir travaillé avec les designers dans le digital, dans mon job de freelance. Et on a cette notion que quand tu es designer, tu vas faire des entretiens utilisateurs où tu vas les questionner sur qu'est-ce qu'ils pensent de l'interface et tout. Et tu as cette phase d'interprétation des retours où ton utilisateur, il va te dire moi, j'ai besoin d'un bouton là, mais ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'un bouton là. Toi, tu dois te questionner sur quel est le problème que l'utilisateur il a rencontré, qui a fait, qu'il a dit qu'il voulait avoir le besoin de... Et du coup, c'est important de remonter au problème. Et après, la solution, c'est pas forcément de mettre un bouton là, c'est peut-être de revoir la navigation ou faire des choses comme ça. Et du coup, toute cette culture-là, ça m'a infusé dans le cinéma, où du coup, quand j'ai des retours, j'essaie de les prendre de manière neutre et me dire quel est le problème
qui a poussé la personne à me faire ce retour-là, ou j'ai souvent des retours sur les scripts de gens qui disent ah mais moi j'aurais fait ça. Et ça c'est difficile parce que en même temps les gens tu leur donnes quelque chose qui va trigger leur imagination, donc c'est chouette. Et du coup quand ils te font des suggestions, ça veut dire que leur imagination elle a été trigger, mais c'est pas leur imagination qui va dans le film, c'est la tienne. Et du coup c'est là où j'essaie de m'abstraire de la suggestion et d'essayer de comprendre quel est le problème qui a poussé la personne à proposer une autre version de ce passage-là. Et donc, c'est du boulot, mais c'est très intéressant. Et puis, moi, en même temps, les notes, aussi difficiles que ça puisse être, c'est le moment où ça devient réel. J'avais déjà ça sur les photos, où finalement, de faire des photos dans ta chambre, c'est cool. Mais c'est quand je faisais des expos et que les gens ils les voyaient et qu'ils me disaient ça j'adore ou ça j'aime pas du tout, bah peu importe, au moins ça devient concret, ça sort de ta chambre. Et du coup ouais voilà. Bah, c'est presque le regard de l'autre qui fait que c'est une œuvre d'art et pas juste. Et même que c'est réel, moi j'ai toujours ces questions-là. Si t'es tout seul dans le monde, est-ce que t'existes vraiment? Et bon, ça va très loin dans la discussion philosophique, mais du coup, pour moi, l'art, c'est un peu ça, où il prend vie à partir du moment où il est exposé à des gens. Et du coup, une photo qui est enfermée dans une chambre ou un scénario qui va rester sur une étagère, il existe, il n'a pas beaucoup de sens, il n'existe pas vraiment, et il va commencer à exister au moment où il est confronté à des vrais gens, quoi. Hyper intéressant. Et c'est cette idée-là aussi qui te permet, j'imagine, d'accepter un peu plus les critiques. En tout cas, les retours sur ton travail. Quoi. Exactement. Ça qui me motive et qui me permet de me dire c'est pas contre toi, c'est bien, au moins ça prend vie et tout. Mais en même temps, c'est moi en tant qu'artiste, ce que j'expose, c'est moi. Et je pense qu'on le prend tous différemment, mais en photo, c'était déjà le cas. Là, dans les scénarios et dans les courts-métrages, tous les personnages que j'écris, c'est des parties de moi. Et du coup, c'est vraiment une mise à nu énorme. Et du coup, quand les gens ils te disent j'aime pas, et ben c'est une partie de moi qu'ils aiment pas. Et du coup, faut être OK avec le fait que déjà c'est OK que tout le monde n'aime pas toutes les parties de toi, mais même que ça remet pas en cause toi en tant que personne, ta valeur. Et voilà. Et après c'est aussi tu vas avoir une réalisation qui va pas être folle, et c'est aussi que c'est très subjectif. Moi ça m'a beaucoup aidé de me dire j'ai pas besoin que tout le monde il aime ce que je fais. Après, même si ça touche personne, c'est un peu OK, mais je préfère que ça touche un peu des gens. Mais après, si ça touche que quelques personnes, bah, ça me suffit, parce que j'ai pas envie de faire des blockbusters qui vont pas trop toucher tout le monde. Je préfère faire des films où des gens vont se dire bah c'est moi, et qui vont chialer à la fin, et le reste de la salle qui va dire j'ai rien compris. Bah, ça me va, parce qu'au moins il y a peut-être une personne que ça a pu toucher, qui a pu s'identifier, et avec qui on aura communiqué d'une certaine façon, quoi. C'est pour ça que tu crées aujourd'hui. C'est pour ça que je crée aujourd'hui. Et c'est aussi que j'ai pas trop le choix de créer. Moi, ça a été... C'est un peu la pression, mais il y a plein d'artistes qui disent ça, j'ai l'impression, où il y a un peu cette pression intérieure de... T'as pas le choix. Parce que longtemps... Pas le choix de t'exprimer. J'ai pas le choix de créer, sinon sinon je pète un câble. C'est un peu cette pression qui s'est construite, où longtemps je me suis pas trop exprimé, et ça c'est pas très bien passé. Du coup là maintenant c'est un besoin, et ça se passe bien, et c'est chouette de pouvoir dire ouvertement qui je suis, l'écrire, le montrer, et que ça touche des gens. C'est quand même c'est trop bien, mais c'est pas... Ouais. Il y a des phases où j'arrive pas, et des phases où j'arrive, mais c'est vraiment un besoin sur le long terme que j'ai l'impression. C'est beau. Je sais pas. C'est pas facile non plus, parce que parfois tu peux pas, ou tu n'arrives pas, ou tu sais pas comment dire, ou t'as pas les moyens de le faire, mais oui, je pense qu'il y a cette urgence de s'exprimer. Et du coup, via l'écriture, c'est aujourd'hui le média que tu préfères, ou via lequel tu arrives le plus à t'exprimer, tu penses? C'est une bonne question. Bah, c'est le problème des scénarios, c'est que
c'est pas une création en tant que telle. Le scénario, c'est une partie. Voilà, c'est une brique sur un édifice. Et du coup, des scénarios sur les étagères, c'est encore une fois, il y en a beaucoup. C'est déprimant, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et tant qu'il n'est pas mis à l'écran face à des gens, il n'existe pas vraiment et il n'a pas forcément d'intérêt. Après, il y a des scénarios que j'ai écrits juste pour moi et je suis pas sûr de les réaliser un jour. Et je pense que je vais les publier parce que peut-être qu'il y a des gens que ça va intéresser de les réaliser, mais moi, je n'ai pas un besoin express de les réaliser. Mais ça m'a fait du bien de les écrire et pour me clarifier les idées ou pour sortir quelque chose. Mais mon but, c'est vraiment de donner vie à ces scénarios parce que bah oui, sinon ils n'existent pas. Et c'est là où c'est tout un processus long et compliqué, mais très intéressant. Ça, faut accepter que là, ce que tu crées aujourd'hui puisse prendre vie dans un second temps via toi ou quelqu'un d'autre. Oui. Alors, quelqu'un d'autre, c'est difficile, mais ok. Je ne suis pas encore. Mais... D'où le deuxième stage en filmmaking. Exactement. Pour pouvoir faire transition, de A à Z. Quoi. Voilà. Ouais. Et là, pour le coup, j'aurais bien voulu, j'ai quelques regrets sur ce programme, mais notamment, j'aurais voulu essayer de réaliser un scénario que je n'avais pas écrit. Et j'ai pas eu l'occasion. J'ai eu l'occasion de produire un scénario que j'avais pas écrit. Moi, je regrette pas du tout parce que c'était trop intéressant. Du coup, j'ai vu le job de production. Mais du coup, j'ai jamais réalisé un scénario que j'ai pas écrit. Et c'est des gros débats dans l'industrie. J'ai écouté ton épisode de podcast avec un scénariste qui était trop intéressant. Cédric Melon, ouais. Ouais, où il disait qu'en France, on n'arrivait pas à avoir des réalisateurs qui étaient juste réalisateurs. Oui. Et je peux comprendre, mais c'est tellement viscéral le job de réalisateur qu'il faut trouver un scénario qui résonne énormément avec toi. Et donc, je pense que c'est difficile. Et du coup, c'est plus facile, entre guillemets, de passer 10 ans à écrire ton scénario et pour le réaliser après. Quoi. Ensuite, ouais. Du coup, le deuxième programme, c'était pas du tout la même structure. Où là, on était en cours de 9h à 17h tous les jours. Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas eu ça pour le coup. Mais je regrette un peu si j'avais fait des études de cinéma ou si je fais peut-être un jour des études de cinéma, il y a toujours ces cours où on regarde des films et on les critique et on en discute et tout. Ça, on n'a pas eu du tout parce qu'on n'avait pas le temps. Ouais. C'était des cours de tournage globalement où le but c'était d'apprendre comment faire des films. Et on avait des cours un peu généraux du coup. On a eu un cours d'écriture, mais du coup, c'était une demi-journée par rapport aux 6 semaines que j'avais faites avant. Donc, voilà. On a eu des cours sur cadrer, comment faire un plan, comment éclairer un plan. On a eu des cours de tout, dans de beaucoup de choses, parce que c'est immense toute la chaîne de valeur du cinéma, mais sur beaucoup du milieu de la chaîne de valeur du cinéma. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a pu appliquer après dans les courts-métrages. Et tout ça entrecoupé d'une journée dans les studios de la Warner toutes les semaines où on voyait ça à plus grande échelle dans des vrais studios avec des vrais gens dont c'est le job. Et on a eu la chance et la malchance qu'il y ait la grève d'Hollywood qui est encore en cours pour les actrices, je crois. Mais en tout cas, nous, il y avait scénaristes et du coup, tout était arrêté. Il n'y avait pas du tout de tournage dans tous les studios pendant tout l'été. Mais du coup, l'avantage, c'est que dans les studios, tout le monde s'ennuyait et avait tout le temps pour nous. Donc ça, c'était vraiment incroyable qu'ils soient disponibles autant. Et on a pu rencontrer des vrais gens. On a pu rencontrer un vrai réal qui a fait des films... j'ai encore oublié le nom. Mais bref, qui a fait un film pour Netflix il y a quelques années. On a pu rencontrer le monteur de Paranormal Activity, le premier, où c'était un processus trop intéressant... Voilà, très particulier. On a pu rencontrer des production designers. Moi, je ne connaissais pas du tout le job de production designer. Je ne sais pas comment ça marche en France parce que c'est un métier un petit peu récent aux États-Unis. Mais le production designer, c'est la personne qui va superviser tout ce qui se voit sur le plateau de tournage. Donc, tout ce qui va être décor, costumes, maquillage, tout ça. Parce que pendant un moment, c'était des jobs un peu indépendants et qui étaient tous régis par le réalisateur.
Et maintenant, aux États-Unis, sur la plupart des tournages, il y a du coup une personne qui va faire le production C'est design. délégué cette personne. Voilà. Ok. Qui va du coup être un peu la personne qui va faire la direction artistique de ce côté-là. Du coup, un job est en de grosse proximité avec la personne qui fait la réalisation. Mais trop intéressant du coup de voir, et on a pu aller voir du coup des plateaux C'était quoi? Je n'ai pas de mémoire. Mais parce qu'il y a des séries où du coup les plateaux ils restent là entre chaque saison, parce qu'ils tournent une fois par an. Et du coup les plateaux ils restent décorés parce qu'ils savent qu'ils vont faire 12 saisons après. Et du coup il a pu nous faire visiter le plateau de tournage de cette série. Et c'est trop intéressant. Et il nous a parlé de notamment un exemple. Je sais pas si tu as vu New Girl. La série New Girl. Si, très bien. Et du coup, il me semble que c'est lui qui avait fait le production design de New Girl. Et du coup, il est. Dans l'appart et tout. Ouais, voilà. Qui nous dit, du coup, on arrive, on lit le scénario et on me dit, bon, voilà, faut faire la chambre de Jess. Et toi, tu vois, parce que dans le scénario, il n'y a pas écrit qu'il y a tel bouquin, tout ça. Et du coup, c'est décortiquer le scénario pour se dire, tiens, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi son histoire, quel livre elle aurait dans sa bibliothèque, quel stylo elle aurait sur son bureau, quel genre de drap elle aurait. Et trop intéressant comme job, du coup. C'est une sorte de réécriture du scénario. C'est ça. En tout cas, une réinterprétation. Il y a une forme d'écriture, du coup, et ça, ce que je trouve intéressant, c'est que tous les jobs du cinéma, il y a une forme d'écriture dedans. Où la direction de la photo, il va dessiner des plans, c'est une forme d'écriture, et qui va faire des plans qui ont du sens par rapport au personnage, par rapport au scénario. Et le production design aussi, et je ne connaissais pas du tout ce job, je disais mais je veux trop faire ça maintenant, c'est trop intéressant. Voilà. Pourquoi je disais ça? Oui, du coup. Les différents métiers que vous avez testés. Ça, du coup, on a pu découvrir tout plein de jobs en conditions réelles dans des vrais studios, et ça, c'était incroyable. Et du coup, on avait un mélange de cours un peu magistraux, de visites à la Warner et de moments de travail un petit peu, mais surtout les soirées week-end, pour faire les projets, parce qu'on a participé à 7 courts-métrages du coup dans les 6 semaines. C'est beaucoup trop. On appelle intensif. Voilà. Et du coup, parce que les premiers courts-métrages ont été en trio, et du coup, on était chacun scénariste, réalisateur et monteur sur son projet, avec des gros guillemets. Et on était directeur de la photo sur le projet de quelqu'un d'autre du trio, et on était producteur / assistant réel sur le projet de la 3e personne du trio. Et donc, on tournait. Donc, sur la première vague et la dernière vague de courts-métrages, on a fait 3. En vrai, on a participé à 3, et du milieu, on était dans des équipes de 5 ou 6 personnes. On n'avait qu'un seul rôle pour le coup. Et c'est là où on tournait dans la Warner. Donc c'était incroyable. C'est là où j'étais producteur. Et j'ai découvert le job de producteur à petite échelle, mais à plus grosse échelle qu'à 3. C'est quoi le job d'un producteur? C'est une très bonne question. Pour moi, c'était ceux qui donnaient les sous. Mais c'est là où il y a plusieurs... il y a les boîtes de production qui vont aller chercher les financements ou financer parfois. Après, là, sur des petites échelles comme ça, c'est la personne qui va faire en sorte que tout se passe bien. Et pour que la personne qui fait la réalisation se concentre sur son job. Que la personne qui fait la direction de la photo se concentre sur son job, et que chacun puisse faire son job bien, et qu'il ne se pose pas de questions sur les permis, sur toutes les choses chiantes. Voilà. Les trucs qu'on ne voit pas, mais qui sont hyper importantes au moment du tournage. Exactement. Et c'est allé jusqu'à... moi, dans l'équipe, il fallait faire de la gestion de gens, parce qu'on ne choisissait pas totalement les équipes. Et du coup, les conflits et tout ça, faut gérer un peu, quoi, parce qu'on ne peut pas avoir 2 personnes qui s'engueulent sur un tournage, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut tout sortir à la fin de Faites-vous un bisou et on y va, là. Exactement. Et du coup, je me suis retrouvé à tous les jours faire des one-to-one avec les gens de l'équipe pour leur dire, tu mets de côté ça, et après, c'est fini, tu n'as plus jamais à parler à cette personne. Mais là, il faut qu'on avance, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Du coup, voilà, très intéressant. Mais c'est aussi le jour du tournage, on se rend compte que le lieu qu'on avait prévu pour tourner, ça ne marche pas, parce qu'on devait coller quelque chose au mur et qu'il y a de la poussière sur le mur et qu'on ne peut pas le coller. Et du coup, il faut changer de lieu de tournage, alors qu'on tourne dans 10 minutes. Et du coup, c'est là où la réal, elle est en mode « Ah, mais non, mais il faut qu'on fasse là, on va pas y arriver, tout ça. » Et moi, je suis « non, il n'y a pas de problème. On va trouver. Là, regarde en face, c'est lisse, c'est plat, on peut coller. Ça change un peu les plans que tu avais prévus. Mais globalement, on a un escalier, c'est graphique. Les actrices, elles vont être confortables dans cet endroit-là, donc on peut faire ça là. » Voilà.
Et donc, c'était ça le job. Okay. Voilà, et c'est intéressant. Et c'est aussi safety. Moi, j'étais à crier safety partout parce que faut s'assurer que les gens ils meurent pas. C'est très important la sécurité sur les tournages parce que c'est un peu un moment de panique. Très vraiment, moi j'ai l'impression que les tournages, t'as pas le temps de faire les choses parfaitement et tout le monde doit faire son job à fond. Et du coup, on peut facilement être tenté de faire des choses qui sont pas tout à fait safe ou se dire c'est pas grave, ça va bien se passer. Mais voilà, il faut prendre pas. des risques inutiles, c'est dommage. Quoi. Et du coup, c'est là où tu vas dire non, on va pas mettre la caméra sur un skateboard, même si ça ferait un joli plan, parce que c'est le directeur de la photo, il a dit qu'il se sentait pas confortable avec ça, donc on va pas le faire. Et donc voilà, donc c'est trouver des compromis et faire en sorte que tout le monde soit à peu près content à la fin de la journée et qu'on sorte quelque chose de quali. Moi, la partie il faut qu'on sorte quelque chose de quali, je me suis dit si les gens ils travaillent dans des bonnes conditions, ils ont de quoi s'exprimer créativement bien et donc ce sera bien. Ouais. J'ai pas besoin de toute la partie créative, c'est pas mon problème. Et du coup, c'était trop intéressant de pas être investi créativement. Et c'était un peu reposant aussi en un sens où sur les projets au début et à la fin du programme, c'était très lourd créativement parce qu'en plus on n'a pas le temps et donc c'était très intense. Et là, c'était un peu une respiration pour moi où j'étais en mode mais je m'en fiche du cadre, de tout ça, du sens de ce qu'on met sur le cadre. Voilà. Il faut juste que les gens ils soient contents, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Et comme ça, on aura quelque chose de bien à la fin. Quoi. Trop intéressant. Ça devait être intense. Oui, c'était beaucoup. Physiquement, émotionnellement. C'était chouette. Et du coup, de pouvoir courir dans les studios de la Warner partout avec mon petit chapeau comme si c'était chez moi, vraiment, meilleur sentiment du monde. J'ai trop envie d'y retourner, ça me manque. Mais ouais, je me suis retrouvé à courir toute la journée pour remplir les bouteilles d'eau des gens, pour qu'ils boivent, parce que safety, ce qui faisait très chaud. Et du coup, c'est trop cool comme sentiment. J'adore. Je vois l'heure qui tourne. Si ça te va, on peut parler de tes projets maintenant que tu es revenu de ces 2 super stages intensifs à Los Angeles. Qu'est-ce qui a changé depuis et comment tu vois la suite ? Très bonne question, c'est une grosse question pour moi en ce moment. Du coup, qu'est-ce qui a changé ? Je suis parti en me demandant si c'était un peu un rêve et si je pouvais le faire concrètement. Et donc ça, je reviens en me disant que oui, je peux le faire concrètement. J'ai appris énormément et je peux faire et j'ai eu un environnement tellement bienveillant et encourageant que j'ai pris confiance sur ce que je faisais. Donc ça, je reviens avec ça et c'est chouette. Et du coup, je sais que je veux faire quelque chose autour du cinéma par la suite. Après, je suis parti en voulant tester tous les jobs pour choisir, peut-être. Finalement, je peux pas du tout choisir parce que c'est tout trop cool. Je veux tout faire. Exactement. Mais l'avantage, c'est que être scénariste-réalisateur, c'est assez classique aujourd'hui. Donc ça se fait beaucoup, donc ça marche. Après, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Pour être scénariste, quand tu commences, si tu veux écrire tes propres choses et pas passer 5 ans à écrire pour la télé et pas être crédité pour ton travail, t'es obligé d'écrire voire plusieurs longs métrages. Écrire un long métrage, ça prend 1 an, je pense, au minimum. C'est là où c'est compliqué parce que les 6 semaines qu'on a faites, si c'était en temps partiel, on n'aurait jamais pu parce que tu as besoin de ce temps. Après, c'est pas... Tu produis pas à 100%, mais ça, c'est dans la création où tu as des moments de doute et de respiration aussi qui sont nécessaires et qui font partie de la création, mais qui sont pas des moments qui sont pas productifs. Bien sûr. Mais du coup, est-ce que tu peux faire autre chose dans ces temps-là ? Je sais pas. Et moi qui ai travaillé à temps partiel un peu toute ma vie, je me suis rendu compte que si t'es pas à 100% sur quelque chose, t'avances pas forcément, quoi. Après, je le vois peut-être plus comme des phases où je peux mettre des phases à 100% sur quelque chose ou des phases à 100% sur autre chose. Et comme ça me donne des périodes de respiration. Donc voilà, donc le job d'écriture aujourd'hui, tout ça pour dire que je me vois pas demain tout lâcher pour me dire bonjour, je suis scénariste de mes propres projets. Parce que ça veut dire que je vais pas être payé pendant 3 ans, globalement. Et ça, concrètement, c'est compliqué. Après, je peux aussi faire de la réalisation, mais ça, réaliser des projets que t'as pas écrits,
Encore une fois, c'est compliqué et c'est autre chose, mais c'est quelque chose que j'essayerais bien. Pour l'instant, le truc, c'est que pour tous ces jobs-là, peu importe ce que je veux faire, il faut que j'ai fait des choses pour pouvoir les montrer. Donc j'ai le long métrage que je suis en train du coup de retravailler. Je pense que d'ici pas janvier, mais d'ici mars prochain, je devrais pouvoir l'avoir à peu près finalisé. C'est jamais fini, mais au moins j'aurai une première version présentable. Et du coup après là, ça va être la course à le montrer à tout le monde pour peut-être que quelqu'un ait envie de travailler avec moi pour lui donner vie. Il faut que je finisse les courts-métrages que j'ai fait pour pouvoir les montrer à des gens. Donc ça, c'est la phase chiante où c'est la fin, c'est les 20% dans les 80-20, là, les 20% qui prennent 80% du temps. Et donc, il y a plein de courts-métrages que j'ai écrits, mais là, mon gros sujet, c'est de voir le milieu du cinéma en France. Parce que moi, j'ai vu le milieu du cinéma à Los Angeles. Je me suis fait un réseau, des amis, tout ça là-bas. Ici, en France, j'ai rien. Je repars de zéro. J'ai même pas de légitimité parce que tous mes projets, ils sont en anglais. Mes scénarios, ils sont tous écrits en anglais. Donc j'ai envie de d'écrire un ou deux scénarios de court-métrage en français pour être capable, quand je vais parler à des gens, de leur envoyer quelque chose. Parce que le milieu du cinéma, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup par opportunité, où si tu fais des choses dans ton coin, tu t'avances pas, il faut que tu rencontres 1000 personnes, et sur les 1000, il y en a une sur le chemin qui va dire « Ah bah tiens, attends, mon oncle, il connaît quelqu'un qui fait un peu ça, du coup, je vais vous mettre en contact. » Et paf, bah, tu produis ton long métrage comme ça. Et sauf qu'il a fallu rencontrer 1000 personnes avant pour qu'il se passe ça. Donc, donc je veux rencontrer des gens en France pour voir comment ils travaillent, pour voir à quel point c'est différent aussi de ce que j'ai appris aux États-Unis. Et j'ai gros questionnement de est-ce que je veux travailler dans un studio pour gagner des sous et être proche du milieu et faire des rencontres, mais en même temps être payé moins que ce que je suis payé aujourd'hui dans mon job de freelance dans le digital parce que j'ai pas d'expérience et je repars de zéro quasiment, et je vais travailler 24 heures sur 24 et du coup j'ai pas le temps d'avancer sur mes projets à moi. Ou est-ce que je préfère garder une forme de temps partiel avec mon job de freelance d'aujourd'hui et faire ma création à côté, mais ça, c'est un peu ce que je fais depuis plusieurs années, et finalement, j'arrive pas à me mettre à 100% sur la création. Donc voilà, il y a des avantages et des limites dans toutes les situations. Pour l'instant, il n'y a pas de scénario idéal. Ce que je sais, c'est que il faut que je finisse le long métrage et que je finisse les courts métrages. Donc là, je travaille pour mon client jusqu'à au moins décembre 2024. Je sais pas quand ça va sortir, mais voilà. Et du coup, au printemps, hiver, j'ai du mal avec les saisons, mais en janvier 2024, quoi, pour au moins 2-3 mois, je vais devoir passer pas mal de temps sur mon long métrage. Voilà, et après, il faut que je l'en parle, ouais. Mais comment ça se passe? Parce que tu vois, avec un livre, tu l'envoies à des maisons d'édition. Là, tu l'envoies à qui, ton scénario? Des maisons de production, des agences, okay. Voilà, moi je vais l'envoyer à Tim Burton, c'est sûr, parce que voilà, je sais pas s'il va le lire, il va probablement pas le lire, mais on sait jamais. On a dit qu'il fallait demander. Bah, c'est ça. Ça coûte rien d'envoyer un mail après. Le truc, c'est que ouais, bah, tu t'envoies plein de bouteilles à la mer et chaque non-réponse, c'est un peu un non. Et du coup, faut tenir bon, quoi. Mais voilà, après, il y a aussi la possibilité de l'autoproduire. Bah, moi, je me trouve un producteur et on part à la chasse aux sous et on va trouver les sous pour financer ce long métrage. Ce chef-d'œuvre, on peut le dire. Ça, exactement. Donc, il y a plein de possibilités de faire ça. Okay. Mais du coup, c'est juste moi me mettre dans le milieu et parler à plein de gens et avancer comme ça et garder confiance sur ce que tu fais, quoi. C'est Aude Gégé qui disait non, je crois, je sais plus. Je confonds. Bref, quelqu'un qui disait qu'il faut juste croire en ce que tu fais parce que c'est tout ce que tu as. Et donc, garder confiance en le fait que ce que tu fais, c'est bien. Et moi, d'avoir des retours, je demande toujours des retours autour de moi sur tous mes scénarios. Et du coup, d'avoir ces retours sont parfois positifs, parfois non. Mais d'avoir des retours, ça donne confiance sur le fait que ça existe et c'est quelque chose et ça peut intéresser des gens. Donc, je vais continuer là-dedans et voilà. Ça va être super. Bah ouais, ça va être super. Donc, une bouteille à la mer via ce podcast.
Exactement. Tu cherches qui? Quoi? Ah, bon, pour moi, le gros travail du cinéma, c'est trouver ces gens. Qui marche peut-être mieux en anglais, mais moi j'utilise beaucoup le mot gens en français. C'est parce que un tournage, c'est tellement intense qu'il faut trouver des gens avec qui tu as un fit créatif et organisationnel pour que ça fonctionne bien. Donc, moi, je cherche des gens qui sont bienveillants et curieux et qui ont envie de tester des choses. Après, évidemment, s'il y a un producteur qui est prêt à mettre 2 millions pour un long métrage, je suis chaud aussi. Hein, mais globalement, tous les gens qui sont créatifs autour du milieu du cinéma, moi, envoyez-moi un message et on parle, quoi. On prend un café. Je passe ma vie dans les coffee shops de Paris et du monde partout où je vais. Donc, on va prendre un petit café ou j'essaie d'arrêter le café, mais autre chose, quoi, une boisson chaude. Latte. Exactement. Et on se cause. Et si on voit qu'on s'entend bien et que créativement ça match, super, let's go. On voit comment on s'organise et comment on peut travailler ensemble, quoi. Trop cool. Bon, on mettra tes coordonnées dans les notes du podcast. Trop bien. On va passer, si ça te va, aux dernières questions. C'est mort. Et je m'en vais. On me tire. Saoulé, là. Non, mais let's go. J'aime bien faire des questions un peu plus flèches à la fin. Mm-hmm. Alors après... ça va être super parce que je suis très bavard et je fais des parenthèses. Sens-toi libre de digresser si tu veux. Mais voilà, s'il y a des choses qui deviennent un peu spontanément, c'est un peu l'objectif. Est-ce que tu te souviens de ta première émotion au cinéma? Oh, non. Mais je vais forcément développer. Après, tu pourras couper les développements. Moi, je sais que j'ai une émotion très étrange avec le Roi Lion, où genre à la première note de musique, je chiale instantanément. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé la première fois où j'ai vu le Roi Lion. Mes parents n'arrivent pas à retracer la première fois que j'ai vu ce film, mais voilà. Moi, les films, c'est très... je pleure facilement, parce que c'est un peu le moment où tu es dans une salle sombre sur un fauteuil et dans une famille où on ne sait pas trop exprimer les émotions, mais là, c'est permis, quoi. Ça a toujours été l'endroit où on pouvait, et puis à la fin du film, tu peux sécher tes larmes pour que personne ne le voie, et voilà. Mais du coup, ça a toujours été des moments très intimes, et c'est très fort toujours pour moi les films. Et j'arrive plus à pas aimer un film parce qu'il y a toujours des choses intéressantes. Même quand tu te fais chier devant un film, moi je suis toujours ce plan, pourquoi? Je comprends pas, mais c'est intéressant. Et... J'aime les téléfilms de Noël sur M6. Ah, ma passion. Ah là là. Voilà. Bref. Très bien. Si tu pouvais choisir 3 artistes pour dîner avec toi la semaine prochaine, tu invites qui? C'est une très bonne question. C'est très difficile. Tim Burton? Je suis pas prêt. Je pense, pour Tim. Mais en vrai, mais non, ça serait bizarre parce que j'ai très envie d'avoir Tim et Helena Bonham Carter à la même table, mais vu qu'ils sont plus trop ensemble, je crois, ce serait pas forcément une bonne idée. Mais je pense que si je me fais ma table idéale, je vais mettre... j'ai trop envie de mettre SML, mais du coup, il va y avoir Xavier Dolan, je pense. Ouais. Même si on va déprimer pendant la soirée, mais c'est un peu... Voilà, avec une petite tisane, ça peut bien se passer. Très envie d'avoir Pomme, je pense, parce que ma passion. Vraiment incroyable cette personne. En vrai, SML, ce serait trop bien. Incroyable. J'avoue, c'est un beau casting. J'ai trop envie de faire un dîner. C'est un très beau casting. Incroyable. Je sais pas s'ils sont pas. Je sais que Pomme et SML, ils sont parlés. Et Dolan, je sais pas si. Bref, voilà. C'est parti. C'est question flash, faut pas trop réfléchir. Non, mais ça me va. J'adore Xavier Dolan aussi. Je suis très triste qu'il arrête de faire des films. Bref. Quel est le dernier film qui t'a plu, donné des frissons, ému C'est trop compliqué, question flash. Parce que hier, on est quoi? On est lundi? Ouais, non. Samedi soir, j'ai revu pour la 12e fois le film... court de 52 minutes de Eleanor Cost qui s'appelle Fantasme. Je sais pas si ça te parle. Elle a sorti. Je crois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu, mais je me souviens plus trop. Qui me touche beaucoup parce que là, je trouve qu'en ce moment, ça me parle d'autant plus. Mais il y a une forme de naturel et de cru dans ces films où c'est très. Ça prend le temps, mais ouais, et ça m'a beaucoup touché. Mais du coup, je sais pas un long métrage vraiment. Le film
j'ai vu Je verrai toujours vos visages dans l'avion en revenant des US là. Et je sais pas si tu l'as vu, mais c'est Non. moi j'ai cherché son nom en plus en venant. C'est Jeanne Herry, je crois, la réalisatrice, qui passe dans 10%. Je sais pas si tu as vu, t'as regardé 10%. J'ai adoré. 10%. Ah, incroyable 10%. L'épisode sur Guy Marchand, tu sais, l'acteur qui est un peu plus âgé, il va sur un tournage et il y a une réalisatrice qui est trop gentille. Et bah, cette réalisatrice, c'est une vraie réalisatrice qui a réalisé Je verrai toujours vos visages, qui est un film sur la justice restaurative où ils essaient de créer un espace safe entre des victimes de vol, cambriolage, violence et choses chouettes, et des acteurs, je sais pas comment, du coup des criminels qui sont en prison maintenant, pour essayer d'ouvrir un échange et pour permettre aux deux côtés de comprendre le point de vue de l'autre. Régler un peu les traumas. Ouais, et j'ai trouvé ça super beau. Après, c'est romancé, évidemment. J'imagine que ça se passe pas exactement aussi joyeusement dans la vraie vie tout le temps. Mais avec un casting vraiment chouette. Et ouais, du coup, moi, regarder des films dans l'avion aussi, c'est toujours un moment un peu intense, ta petite couverture. Et ouais, du coup, j'ai vu ce film et ça m'a beaucoup touché. J'aime beaucoup le cinéma français pour ça, parce que je retrouve pas ça dans d'autres films où on fait des films qui sont un peu presque des documentaires. Quand j'ai vu Revoir Paris, qui m'avait beaucoup touché avec Virginia Fira sur le traumatisme après les attentats au Bataclan. Et c'est des films qui sont très dans la vie, ou je sais pas comment exprimer, mais ça fait très naturel et organique. Et c'est très touchant parce que du coup, c'est très vrai, ou c'est raconté d'une manière à laquelle on peut s'identifier. Donc, ouais. Question flash, très rapide, hein, vraiment, cette réponse. Mais j'aime bien, ça nous donne des idées de films à voir ou revoir. Est-ce que tu as des petits rituels pour écrire, quand tu te mets à écrire? C'est une bonne question. Bah, quand je commence un nouveau projet, maintenant, du coup, j'ai mon template, comme dont je parlais tout à l'heure, sur Notion, sur mon script en une semaine, où ça m'aide à me structurer un peu. Après, je dois avouer que récemment, mes scripts préférés, ils n'ont pas du tout suivi ça. Où c'est juste, il y a un script que j'ai écrit sur la fin de mon voyage aux États-Unis où j'arrivais pas à dormir, ça allait pas du tout. Je me suis levé à 2h du matin parce que j'arrive pas à dormir, ça sert à rien. Et j'ai écrit un scénario jusqu'à 8h du matin et c'est un de mes préférés, il est trop bien. Et donc, c'est surtout, on peut pas, moi, j'arrive pas à me forcer pour écrire. Après, on peut se forcer sur les phases amont et aval, sur la structure et compagnie, et sur la réécriture. Mais parfois, en fait, même sur ces phases-là, on peut pas se forcer. Moi, j'ai besoin d'être dans un endroit ou dans une circonstance où je suis un peu confortable, cosy. Et donc, souvent, ça va être dans un coffee shop, quelque chose, avec un petite boisson chaude et petite viennoiserie quelconque. Et donc voilà, ça c'est ce genre de choses. Et j'écris tout sur ordinateur aussi. Je sais pas comment ça marche pour tout le monde, mais je pense que les scénarios aujourd'hui, ça s'écrit peut-être plus trop à la main. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui écrivent, qui vont écrire des idées à la main ou des choses comme ça. Moi, j'ai pas trop, j'arrive plus à écrire à la main, c'est terrible. Mais du coup, je fais plus trop. Mais donc, du coup, j'ai toujours mon ordi sur moi, qui a traversé le monde, traversé mes expériences. Il a vu l'eau, il a vu la tempête, il a tout vu. Mais je l'adore et le jour où il va me quitter, ça va être terrible. Mais du coup, voilà, c'est un gros ordinateur. Du coup, mon rituel, c'est un peu de sortir mon ordinateur de mon sac, à me dire yes, let's go, ça va être super. Et voilà. T'écris en musique ou pas? Ah oui. C'est une très bonne question. Oui. Moi, le silence, ça m'angoisse vraiment. Mais j'ai toujours, en fait, j'ai un peu ça aussi quand je lis. J'ai beaucoup de mal à lire parce que au bout de 3 pages, je suis parti très très loin. Parce que il y a une phrase qui m'a fait penser à quelque chose, qui m'a fait penser à quelque chose d'autre, et du coup, je suis plus du tout là. Et du coup, je tourne les pages machinalement et je me rends compte que je sais pas du tout ce qui s'est passé sur papier. Et du coup, j'ai un peu ça aussi quand j'ai pas de musique, mon esprit il part loin
Et du coup, c'est aussi pour ça que je travaille dans des coffee shops et compagnie, Mm. parce que j'ai une forme de bruit blanc, et même visuellement, où j'ai quelque chose qui se passe, mais qui a pas d'importance ou qui a pas de sens, j'y prête pas d'attention. Mais c'est là, et ça me permet de me concentrer. Et du coup, en termes de musique, moi j'ai ma petite playlist de musique sans paroles, parce que j'arrive pas, pour le coup, à écrire avec des paroles de la même langue ou d'une autre langue. Une playlist sans paroles, et je suis très content parce que la plupart de mes musiciens préférés, ils sont en train de refaire leurs albums avec des orchestres symphoniques, et c'est beaucoup trop stylé. Du coup, ça T'as fait... des recos de Ah playlists oui. Vas-y, J'ai fais plein péter. Moi, j'aime beaucoup. Finalement, je me rends compte que la plupart des artistes que j'adore en musique, ils sont français. Mais je le découvre après. Récemment, il y a Ron, je sais pas si ça te parle, il a fait Bye Bye Macadam et tout ça. Il fait de l'électro un peu... je sais pas comment définir, mais chouette. Et là, il a décidé de refaire un album avec un orchestre à Lyon. Et du coup, c'est trop beau. Voilà, il y a Tilassine aussi, qui est aussi un DJ français, qui a fait notamment un album dans le Transsibérien, qui est très, du coup, sur le voyage, sur les cultures et tout. Il voyage beaucoup, globalement, et du coup, il essaie d'introduire des instruments qu'il voit passer dans les cultures de ses voyages, dans ses musiques. C'est trop intéressant. Et là, du coup, il a sorti un album avec 2 chansons qu'il a joué avec un orchestre. C'est trop beau. Évidemment, à la base, il y a Oracles aussi, qui est un DJ français qui vient d'Aix, qui est à Aix maintenant, qui a fait un album qui s'appelle Orchestra, qui était fait pour un orchestre, et finalement, il a réussi à le jouer avec un orchestre au Château Lacoste une fois, et après, il a fait sa tournée avec son orchestre, et c'est incroyable d'avoir des solos de violon au milieu d'une... Une fois, je l'ai vu en boîte de nuit à Los Angeles pour la première fois. Et du coup, il n'avait pas son orchestre, mais c'était une boîte de nuit où j'ai ramené mon amie Anna. On était, mais qu'est-ce qu'on fait là? On n'est pas très boîte de nuit, tout ça. Mais il y a un moment où tu as un solo de violon pendant 30 secondes, tu as juste un violon qui joue, et là, tu as toute la boîte qui s'arrête et qui comprend pas trop ce qui se passe. Mais d'avoir un violon trop beau comme ça donne une ambiance. Et du coup, mélanger ces 2 formes de musique, je trouve ça trop intéressant. Bref. Ah, ça m'intrigue là. Tu m'as donné plein de pépites. J'ai trop hâte d'aller écouter. Let's go. Est-ce que tu as une citation ou une phrase qui te booste ou qui te suit, voilà, qui soit en lien avec une œuvre que tu as aimée ou pas forcément? Moi, j'ai toujours eu cette citation en tête. J'ai pas la formulation exacte, mais c'est en gros, faut viser la lune et au pire t'atterriras dans les étoiles ou des choses comme ça. Et j'ai toujours trouvé ça très poétique parce que moi, l'univers de l'espace, ça m'inspire, et en même temps, ça paraît si loin et si... Voilà, du coup, je me suis toujours dit, faut essayer. Puis au pire, c'est pas très grave, on va tomber pas trop loin de là où on avait visé, et voilà. Et du coup, ça permet aussi de pas... J'ai tendance à être très exigeant, voire trop exigeant. Et du coup, ça me permet de modérer un peu mon exigence ou mes obsessions. Du coup, à me dire, au pire, c'est pas très grave. Et dans le processus de création du cinéma, c'est vraiment ça où tu peux pas rester coincé sur ton idée. Parce que un film, c'est une co-création avec un ensemble de gens méga talentueux. Et du coup, quand quelqu'un qui fait de la réalisation travaille avec quelqu'un qui joue, c'est une collaboration entre les deux. Et c'est pas toi, en tant que réalisateur, qui impose ta vision à quelqu'un d'autre. C'est vraiment un travail que tu fais à 2. Et toi, tu as le travail d'avoir choisi une personne qui te correspond créativement en face. Mais une fois que c'est ça, tu fais avec ce que tu as. Et si toi, tu as écrit sur ton scénario Jacques pleure, si ton acteur qui joue Jacques, il n'arrive pas à pleurer ou il pense que c'est pas cohérent, tu vois avec lui, dans ce genre de situation, avec le passé du personnage, tout ça, comment il exprimerait l'émotion que tu as envie d'exprimer. Et c'est probablement pas des larmes. Ça peut être de la rage, ça peut être tout plein de choses différentes. Et du coup, ça se lie à cette citation maintenant, je trouve, qui dit, il faut viser haut, et après, ça peut que bien se passer, quoi. Il faut être OK avec le fait que peut-être t'arrives pas à exactement l'objectif que tu avais prévu, mais ce sera très bien quand même. J'adore. Tant que tu es dans l'action et que t'avances, en fait, ça faut pas se paralyser. Il peut y avoir de belles retombées. Exactement. Trop bien. Écoute, je te propose qu'on finisse là-dessus parce que je trouve ça magnifique. Merci beaucoup, Jean. Merci, Oriane. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors déjà, si vous êtes encore là, un grand merci.
Et puis, vous souhaitez sûrement en savoir plus sur les créations de Jean Lepedry, alors rendez-vous dans la description du podcast pour découvrir Lokia, son court-métrage en compétition. N'hésitez pas à prendre 1 minute pour vous créer un compte et voter pour son film. Vous pourrez également voir tous les autres courts-métrages en compétition, et il y a vraiment de belles pépites. Et si vous découvrez le film grâce à En Aparté, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça permet de faire remonter le film aussi dans la compétition. Par exemple, avec un petit emoji tasse, on reconnaîtra les vrais qui viennent du podcast. Vous trouverez aussi dans la description les coordonnées de Jean et ses différents réseaux si vous souhaitez le contacter ou tout simplement poursuivre toutes ses aventures artistiques. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles conversations en aparté.